être présent dans cet amphithéâtre. Ce n'est pas l'amphithéâtre habituel pour notre cycle, mais j'espère qu'en revanche, vous allez prendre l'habitude de ce cycle dans l'Amphi Grégoire. L'aventure des inventions, une gageure un petit peu sur l'année universitaire 2023-2024, où l'administratrice a souhaité mettre en valeur à la fois le patrimoine exceptionnel du musée des arts et métiers et les capacités non moins extraordinaires de nos enseignants-chercheurs et d'autres enseignants-chercheurs, parce qu'il en existe aussi des bons ailleurs, pour donc faire le lien entre la recherche, le patrimoine et la science finalement, afin de permettre à le plus de gens possible d'approcher, de percer, de comprendre un certain nombre de préoccupations scientifiques, on va dire, actuelles, y compris pour les non-spécialistes que je représente de manière absolue ce soir, puisque je suis assez fâchée avec les mathématiques depuis un certain temps. Mais néanmoins, je suis absolument persuadée que, comme la semaine dernière, je vais justement avoir l'impression de comprendre quelque chose. Et pour ce faire, je remercie beaucoup Thierry Orsin, qui est professeur des universités au CNAM, d'avoir accepté de venir nous parler d'un sujet que lui maîtrise parfaitement bien, qui est celui de la régulation qu'est-ce que tu m'as dit ? Contrôle, régulation, voilà. Stabilité. Contrôle, régulation, stabilité, un très beau programme que je ne vais pas développer parce que je n'en ai pas les capacités. Et je vais donc laisser la parole à Thierry. Merci beaucoup. Merci Pascal et merci de m'avoir embarqué dans cette aventure. Donc, et ce soir, je vais vous présenter l'aventure d'une invention. Donc, là, c'est l'entrée du musée. Et quand on se promène dans le musée, c'est difficile de ne pas tomber sur le régulateur de Watt. En fait, dès les premières pièces du musée, là dans la chapelle, vous voyez, on voit apparaître. C'est pas la première machine qu'on voit quand on rentre dans la chapelle du musée. Ça doit être la deuxième, en tournant à droite, me semble-t-il. Et on voit apparaître ce magnifique moteur à gaz Hugon de 1855. Voilà. Et donc le régulateur de Watt, ou à boule aussi, en fait historiquement il vaut mieux dire régulateur à boule que régulateur de Watt, c'est cet objet qui se trouve là et qui est ici en détail, un peu mystérieux. Moi pendant longtemps j'ai trouvé ça assez mystérieux. Alors évidemment beaucoup de machines qui sont au musée ne bougent pas, donc c'est un peu dommage, mais le régulateur de Watt régule quand il est en mouvement, en tout cas tente de réguler. Alors, tout de suite, je vais dire que je ne comprends pas toute la régulation. Il y a plein de problèmes qui sont encore ouverts sur la régulation, de plus en plus, en fait. Enfin, ça ne diminue pas. Hein. Donc, voilà, et plein de questions ouvertes, tant du point de vue des applications, de la mise en œuvre, que d'un point de vue un peu plus formel, ou théorique, ou numérique. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ces questions. J'en mentionnerai quelques-unes de ces personnes tout à l'heure. Alors, voilà. Donc James Watt, donc c'est lui qui a, on peut dire, donné ses lettres de noblesse à ce régulateur à boule. Donc il est représenté ici dans son atelier en fait, et c'est une peinture de M. Lauder. Donc il est né en Écosse en 1736 et il est mort à Eastfield Hall en 1819. Et j'ai mentionné le lieu de sa mort parce que c'est resté un endroit sujet à plein de choses en fait. Alors Watt, il a fait plein de choses, Watt essentiellement, mais on le connaît en fait dans la vie de tous les jours parce qu'il a laissé son nom à une unité de puissance. Alors autrefois on utilisait beaucoup le cheval vapeur en fait pour les voitures en particulier. Donc un cheval vapeur c'est essentiellement 736 watts. Et la puissance c'est la variation d'énergie par unité de temps en fait. Hein. On peut caractériser ça comme ça. Alors pour vous donner des ordres d'idées, là j'ai mis une dimension pour les spécialistes qui pourraient regarder, c'est pas une dimension, c'est plutôt une unité que j'ai mis, des unités, mais ça se comporte comme une masse fois une longueur au carré divisée par un temps au cube en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est un watt. Donc tout ce qui est comme ça, kilogrammes par mètre carré divisé par des secondes au cube, on peut dire que c'est des watts.
Donc pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, une voiture, on parle de cheval vapeur pour une voiture encore, hein, je ne sais pas pourquoi, on pourrait parler de watts, mais encore que probablement maintenant dans les guides, on trouve aussi watts. Donc une voiture, disons, il est raisonnable d'évoquer des dizaines de cheval vapeur pour la puissance maximale d'une voiture délivrée par le moteur à une certaine fréquence de rotation. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut représenter, 700 watts, alors je ne suis pas complètement sûr de ce chiffre-là, mais c'est assez plausible. Peut-être que les spécialistes du vélo qui sont dans la salle, c'est des bons cyclistes, ça. Hein. C'est des bons cyclistes, donc ils sont capables de délivrer quelque chose comme 700 watts pendant une minute. Alors c'est plutôt, je crois que c'est plutôt 650 le maximum enregistré, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est de cet ordre-là. Donc, c'est même pas un cheval vapeur, en fait. Hein. Et je crois qu'on peut même voir des vidéos sur Internet où on voit un champion cycliste qui essaye de griller une tranche de pain, donc en pédalant et en produisant du courant en pédalant. Et je pense que ça prend un bon quart d'heure, en fait. Voilà. Et puis, donc, à l'autre côté de l'échelle, vous avez le porte-avions Charles de Gaulle qui est plutôt dans l'ordre de 83 000 cheval vapeur. Donc, vous voyez, c'est gigantissime. Vous multipliez par 736, vous avez la puissance en watts. Hein. Bon, voilà. Alors, Watt, il était plutôt ingénieur que vraiment scientifique, mais c'est sa pensée, en fait, qui était extraordinaire. Et on lui doit de nombreuses inventions. Je ne vais pas faire le détail de toutes les inventions, hein, mais il y a plein de machines qui ont été pensées ou réalisées par Watt. Et donc, il y a plein de comment dirais-je, d'hommages qui ont été rendus à ce James Watt, donc le baron de Liverpool, par exemple, qui a écrit cette phrase en anglais. Donc, en gros, il compare Watt à ce que le monde apporte, et ce qu'il a apporté au monde. Voilà. Un chimiste et inventeur aussi, qui fait à peu près la même comparaison. Donc, il dit que Watt est partout autour de lui. Voilà, donc vraiment une admiration. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, il est mentionné la date de 1824, j'ai oublié pour quelle occasion il y avait ces phrases-là, je ne sais plus où est-ce que je les ai trouvées d'ailleurs dans un livre, mais j'ai oublié le titre du livre, et j'ai même oublié quel livre c'était. Mais 1824, en fait, donc le régulateur de Watt, c'est plutôt pensé pour la machine à vapeur, il avait pensé ça à appliquer quelque chose qu'il avait vu aux machines à vapeur. Et 1824, en fait, c'est une date quand même extraordinaire, en tout cas pour la science française, et puis la thermodynamique en général. Donc c'est la date de publication de l'ouvrage de Sadi Carnot, en fait, Réflexion sur les puissances motrices du feu. En fait, c'est cet ouvrage qui a donné naissance, on va dire, à la thermodynamique moderne, en fait. Donc dans cet ouvrage initial, je crois qu'on peut légitimement dire qu'il y avait le second principe de la thermodynamique qui était un peu en filigrane, alors que le premier principe de la thermodynamique, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais le premier principe a plutôt été pensé plus tard dans des notes postérieures, en fait, de Carnot. Mais tout ça n'est pas déconnecté, puisque la vapeur était vraiment beaucoup utilisée dans l'industrie. Alors, ce que je disais sur le lieu où il a vécu, où il y avait son atelier, ça a fait l'objet d'intenses discussions. En fait, c'est resté pendant assez longtemps comme un sanctuaire, semble-t-il. Et il y avait un peu des batailles. Évidemment, c'était l'immobilier, la pression de l'immobilier existait déjà aussi à cette époque-là. Et donc, on voulait se débarrasser de sa maison et de son atelier, mais il y a eu des résistances. Et finalement, pas mal de choses sont allées au musée Science Museum de Londres. Je crois que dans un des livres que j'ai lu au sujet de Watt, la question était est-ce que vous voulez même la poussière qu'il y avait dans l'atelier, en fait. Voilà. Donc, si des fois il y avait des choses qui étaient extraordinaires dans la poussière. Alors, François Arago, en fait, qui est un physicien français, qui lui a rendu hommage dans une séance publique de l'Académie des sciences en 1834, le 18 décembre. Et donc, en fait, ce qu'il dit, il y a plein de choses très intéressantes dans ce qu'il dit. Donc, il a trouvé le principe du régulateur dans le régulateur des vannes de quelques moulins à farine, et il l'a appelé le gouverneur, en fait, parce que ça gouvernait la régulation de ces moulins à farine, et ça fonctionnait avec la force centrifuge.
Et donc, ce qu'il dit, c'était tellement bien qu'en fait, il y avait une pendule dans un atelier qui fonctionnait grâce à un régulateur de watts, à côté d'une pendule qui fonctionnait, elle, avec un ressort probablement à balancier. Voilà. Et un peu plus loin, dans le deuxième paragraphe, il parle des volants, donc l'emploi des volants. Donc, il ne s'agissait pas de faire tourner les machines en tournant le volant, hein. Il s'agit plutôt de volants d'inertie, et qu'on va voir un peu sur les machines, d'ailleurs qu'on voit sur la première machine que je vous ai présentée, là, ici. Ça, c'est probablement, ici, cette grande pièce, c'est probablement le volant d'inertie. Il y en a un autre volant qui est là. Bon, je ne suis pas sûr, je ne me souviens plus lequel est vraiment le volant d'inertie, mais je pense que c'est plutôt le gros volant. Donc, c'est un volant, c'est un truc qui tourne, en fait, hein. OK. Alors en fait, donc, Watt, il semblerait avoir repris une idée qui avait été pensée pour les moulins. Alors il semblerait qu'il y ait un brevet qui a été déposé en 1887 par un certain Thomas Mead. Et puis il y a un croquis qui date du XVe siècle dans lequel on semble voir le régulateur de Watt ou quelque chose qui pourrait ressembler au régulateur de Watt, donc de cet Italien qui est Francesco di Giorgi Martini. Et il a voulu l'appliquer aux machines à vapeur. Alors, quand on se promène dans le musée du CNAM, ce n'est pas difficile de trouver des régulateurs de Watt. Il y en a partout. C'est même plutôt difficile de trouver des machines dans lesquelles il n'y en a pas, ou en tout cas dans lesquelles on ne les voit pas. À mon avis, il y a des régulateurs qui sont cachés, probablement pour se protéger des intempéries. Donc ici, vous voyez, là, on a le premier moteur de diesel. Donc, c'est pas le premier moteur. En fait, c'est le premier moteur diesel, mais c'est aussi le premier moteur de diesel, puisque c'était un inventeur. Donc, pour autant que je me souvienne, un moteur diesel, il a besoin de stabilité pour fonctionner correctement. Et donc, il y a un régulateur qui est là, ici on voit. Donc, et puis, probablement ce volant, là, ce volant d'inertie. Donc, et puis là, ici, il y a un moteur à 5 cylindres aussi avec un petit régulateur. Vous voyez, c'est tout petit, qui est là, par rapport au gigantissime moteur qu'on voit ici, avec encore une fois quelque chose qui tourne, là, un grand volant. Alors, on dit que ça vient des moulins. Oui, il y a des moulins en fait, dans lesquels il y a des régulateurs. Donc, voilà, il y a un moulin à farine. Donc, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser ces images. Il y a un truc anglais britannique, qui s'appelle The Mills Archive Trust. Voilà, où ils conservent des photos de moulins. Et donc, ça, ce sont deux régulateurs à boules. Alors, on le voit bien ici, et on le voit un tout petit peu moins bien là, mais il est dans l'ombre. Voilà. Et alors, en fait, ce qui est, par rapport à ce qu'on voit précédemment, ici, sont des régulateurs qui sont tangentiels ou à inertie. C'est-à-dire que les boules, elles ne vont pas s'écarter, mais elles vont avoir tendance à osciller comme ça, avec le mouvement. Alors que dans l'autre régulateur, le premier qu'on a vu, en fait, les boules vont avoir tendance à s'écarter à cause de la force centrifuge. Donc ça veut dire que, disons que si tout fonctionnait de manière théorique, eh bien, la seule sensibilité qu'auraient ces régulateurs tangentiels ou à inertie, ce serait l'accélération angulaire, en fait. Donc, c'est vraisemblablement des régulateurs qui sont pensés pour contrer des variations, par exemple, d'une rivière, des variations brusques d'une rivière, donc pour éviter de faire des à-coups, plus qu'autre chose, alors que ce qu'on voit ici sont plutôt des régulations de vitesse, en fait. Donc, a priori, les régulateurs tangentiels ne devraient pas théoriquement s'occuper de la vitesse, même si dans les faits, ils s'en occupent un peu. Alors il y a des moulins où on voit aussi des régulateurs centrifuges. Donc, ça, c'est des moulins qui sont en France. Pareil, il y a une fédération des moulins de France à laquelle j'ai demandé l'autorisation d'utiliser ces photos. Donc, clairement, on imagine bien que c'est de la farine, la poudre blanche qui est là, probablement. Donc là, ils sont centrifuges, en fait, ceux-là. Donc quand le moulin va se mettre en route, eh bien, les boules vont s'écarter. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, un régulateur de Watt ? Eh bien, le principe est le suivant. Donc, vous avez un axe ici qui tourne, cet axe-là qui tourne et qui entraîne ces boules ici. Et puis, eh bien, ces boules peuvent s'écarter sous l'action de la force centrifuge, en fait. Bon. Donc, elles s'écartent. Et vous avez un mécanisme ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle une liaison pivot-glissant, en fait, peut-être plutôt glissière, il faudrait dire. Donc, cet objet-là peut coulisser le long de cet axe, en fait, il peut se remonter, et donc, quand les boules s'écartent, eh bien, cet objet monte ou descend en fonction de la vitesse
du régulateur. Et donc ça vient actionner en fait ce système de tringlerie là, que j'ai appelé qui est appelé W. C'est un schéma que j'ai trouvé sur le web. Voilà, et ça actionne par ce système de tringlerie, donc cette chose là, W. Et donc W eh bien, peut tout à fait fermer une vanne, ouvrir une vanne. Et donc quand ça se lève, eh bien, ça va avoir tendance à tirer la vanne vers la gauche, la tringle W vers la gauche. Et puis quand ça se baisse, ça va avoir tendance à pousser la vanne vers la droite. Voilà. Et puis comme le mouvement est légèrement de rotation, il suffit de mettre un système de bielle pour transformer ça en un système de translation. Et on a quelque chose qu'on espère être une régulation en fait, du moteur. Donc si vous mettez au bout de cette tringle quelque chose qui régule le moteur, eh bien, le moteur il fait tourner cet axe-là, il écarte les boules. En écartant les boules, eh bien, vous agissez sur le moteur. Donc vous avez une espèce de rétroaction. Le moteur agit sur le régulateur et le régulateur agit lui-même sur le moteur et on espère obtenir un équilibre. Alors un équilibre, pas un équilibre parce que ça tourne, mais disons qu'on espère que les boules eh bien, vont se rapprocher d'un angle donné. Alors, je vais vous montrer quelques fonctionnements. Donc là, il y a un musée, enfin un atelier de tissage qui est devenu un musée. Voilà. Voilà, alors c'est un régulateur un peu plus moderne, il est là, ici. Donc, et ça, c'est une machine qui est vraisemblablement une machine qui fonctionne avec de l'eau. Je pense que ça, c'est une canalisation d'eau. Voilà, donc c'est un film amateur. Donc vous voyez, c'est gigantesque comme machine. Le régulateur est tout petit, c'est gigantesque. Ça fait un bruit énorme. Il y a des commentaires d'ailleurs à ce sujet sur YouTube. Et donc voilà, ça accélère, ça se met en route. Et puis au bout d'un moment, ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Et donc il y a un monsieur là qui est là, qui s'occupe de contrôler que tout se passe bien. Le régulateur, on ne voit pas trop son fonctionnement, mais il tourne. Et donc voilà, par un système de bielle manivelle, vous transmettez un mouvement. Et là, vous avez vraisemblablement cet objet-là qui est un disque, un volant d'inertie. Donc le volant d'inertie, ça veut dire qu'il va être peu sujet aux variations de vitesse en fait, et d'effort. Alors on l'a vu, le monsieur, là. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. On le voit très brièvement. Donc il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Il met sa main sur le régulateur. Donc probablement que... je reviens en arrière. Donc on le voit très brièvement. J'espère que je suis revenu bien en arrière. Voilà, donc on voit le système de régulateur avec tout système de tringle là. Donc il met la main dessus. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Je ne sais pas ce qui ne lui plaît pas. Mais hop, il tourne un tout petit peu cet ensemble-là, et puis du coup ça va mieux, il est très content, il va faire autre chose. Et donc, qu'est-ce que commandait cette machine Elle commandait, en fait, on voit un peu plus loin, là. Voilà, elle commandait cet atelier de métier à tisser. Donc tout ça, c'est commandé par cette unique machine. Et donc, on imagine que ça ne s'arrêtait pas tout seul. Donc il y avait des tas de systèmes pour débrayer chacune de ces machines, pour faire fonctionner. Ça fait un bruit, il semble-t-il, un bruit vraiment infernal. Donc il y a des commentaires à ce sujet sur la vidéo, là, sur Internet, là où j'ai trouvé cette vidéo. Bon, là on ne voit pas très bien le mouvement des boules, mais en tout cas ça faisait du bruit, ça marchait bien, voilà. Alors l'autre vidéo que je voulais vous montrer, c'est une maquette en fait. Alors je crois que ce n'est pas complètement triché. Voilà. Donc là, c'est pas un dentiste, on entend un bruit de sifflement, mais je ne crois pas que ce soit un dentiste qui fasse tourner sa fraise avec ça. Donc il alimente en air comprimé ce système-là. Et puis donc on voit ici le régulateur qui tourne, et en fonction de comment il régule, on voit que le système ici bouge. En fait, ça monte et ça descend. Et ça vient fermer vraisemblablement une vanne, la vanne d'alimentation qui est là. Donc ça vient, en fonction de ce qu'on veut, ça vient plus ou moins obturer l'alimentation ici. Bon, voilà, c'est une maquette, à mon avis, c'est un beau cadeau de Noël. Voilà. Alors, puisque je suis
prof de maths appliquée, je vais quand même un peu vous parler de mathématiques pour la régulation. Donc, l'approche mathématique de la régulation, il y a plusieurs manières de s'approcher de ces questions-là, et je ne prétends pas toutes les connaître. Il y a sûrement des choses auxquelles voilà, des gens n'ont pas pensé, donc il reste à découvrir sur la régulation. Mais quand on s'occupe de ces questions-là, la pierre angulaire, en fait, c'est vraiment le modèle. Le modèle, c'est ce qui va permettre de décrire en termes mathématiques l'objet sur lequel on travaille. Et les maths n'interviennent pas seulement là. Et c'est l'approche moderne. Autrefois, on ne décrivait pas, il n'y avait pas des lettres pour décrire les équations, il y avait des phrases. Donc c'est une approche assez moderne. Donc, mais ce n'est pas le seul endroit où les mathématiques interviennent, sinon bon, cette conférence n'aurait pas lieu d'être probablement. Et donc en général, quand on veut regarder un problème comme ça, qui est issu de la nature ou de la physique ou de la mécanique, ou là de la régulation, eh bien on commence... on écrit un modèle le plus simple possible qui s'inspire des principes en fait, de compréhension de l'objet. Alors là, ici, le principe de compréhension de l'objet, en fait, c'est la mécanique, essentiellement, mais on va faire des hypothèses simplificatrices. Et donc, pour faire comprendre le fonctionnement, on va appliquer ce qu'on appelle le principe fondamental de la mécanique classique, avec certaines hypothèses. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe fondamental de la mécanique classique? Ça dit essentiellement que l'accélération d'un objet, c'est proportionnel. Le coefficient de proportionnalité, en fait, c'est l'inverse de la masse. Il est proportionnel à l'addition de toutes les forces extérieures qui agissent sur cet objet. La thermodynamique, ça s'occupe des forces intérieures. Donc, c'est encore plus compliqué. Une partie de la thermodynamique s'occupe des forces intérieures, on va dire. Et l'accélération, qu'est-ce que c'est que l'accélération? On peut caractériser l'accélération, c'est la variation de la vitesse, en fait, par unité de temps. Donc on peut parler d'accélération instantanée. Dans le principe, il y a vraiment de l'accélération instantanée. Et puis, la vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est assez intuitif. La vitesse, c'est la variation de la position par unité de temps. Donc voilà, le principe fondamental de la mécanique, il dit que l'accélération, en gros, à la masse près, un facteur de masse près, c'est proportionnel à c'est la somme de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur cet objet. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, il y a une relation supplémentaire qui est une relation de moment, en fait, c'est celle qui va être utile pour comprendre, pour écrire en tout cas le modèle du régulateur de Watt. Et en général, sauf dans des cas particuliers, donc ce qu'on appelle la statique, on obtient quelque chose qu'on appelle un système différentiel. C'est une équation ou des équations qui lient des quantités à leur variation par rapport au temps. Bon, je ne vais pas écrire beaucoup de maths là-dessus, mais ce qu'il faut avoir en tête, et contrairement à ce qu'on apprend à l'école, mais c'est vraiment fondamental d'apprendre à résoudre des équations, mais en général, on ne sait pas résoudre ces équations de manière exacte, on ne sait pas donner des formules, et ça, c'est vraiment... c'est presque plus fondamental, disons, de ne pas savoir résoudre des équations. Ce qui est plus fondamental, disons, c'est de savoir donner des propriétés a priori de ces équations sans savoir les résoudre. Alors pourquoi c'est fondamental? Bien parce que ça donne de la hauteur. Dumilly-Copin, la semaine dernière, Hugo Dumilly-Copin, il disait que les mathématiques permettaient de prendre de la hauteur par rapport à l'objet qu'on regardait. Eh bien, quand vous essayez de trouver des propriétés d'une équation sans la résoudre, vous faites un peu ça. Vous prenez de la hauteur, vous regardez les objets d'un peu loin et vous essayez de dire a priori quelles sont les propriétés des objets que vous allez regarder. Et souvent, ces propriétés que vous avez trouvées, elles marchent non seulement pour l'équation que vous avez sous les yeux, mais elles marchent pour tout un tas d'équations qui sont similaires, qui pourraient venir d'autres modèles. Et donc, il y a parfois des jonctions qui se font entre différents domaines, parce qu'il y a des propriétés qui ont été observées sur certains modèles qui s'appliquent à d'autres modèles. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir des propriétés a priori comme ça permet de se dire que les hypothèses simplificatrices qu'on pourrait éventuellement faire pour résoudre l'équation, parce qu'on n'aime pas rester dans l'inconnu, ça permet de dire que ces hypothèses sont licites. Donc, on n'aime pas rester dans l'inconnu, mais en fait, je trouve que c'est plus riche de rester dans l'inconnu et d'avoir des propriétés a priori. Voilà, alors on va regarder ce que ça donne pour ce pendu. Je n'ai pas tout écrit, mais j'ai écrit
une partie de ces relations, alors ce n'est pas du tout original, hein, on trouve ça dans plein d'endroits sur Internet, il y a plein de cours qui traitent du régulateur de Watt, et donc on applique le principe fondamental de la dynamique à cet objet-là, en supposant que ça tourne, et les seules choses qu'on considère qui ont de la masse, a priori, ce sont ces boules, ici. Ce sont ces boules, voilà, qui vont avoir une masse, et le reste est supposé à ne pas avoir de masse. On néglige la masse de tous les autres objets. Bon, voilà. Ce qui compte aussi, donc il y a un L qui est là, donc c'est la longueur de ces comment on appelle ça, de ces arcs-là. Il y a un petit, alors ici, ce n'est pas un M, c'est un N. Ici, c'est un petit N, je me suis trompé. Donc, petit N, c'est lié à la vitesse de rotation qui est là. Oui, et le θ, non, pardon, là, c'est bien M, pardon, c'est θ au carré, donc qui est lié à la vitesse de rotation. Bon. Peu importe ce que l'on pourrait retenir de cette équation, mais il y a des choses qui sont, disons, qui sont liées à ce que je vous ai dit précédemment. Donc là, le phi seconde, en fait, c'est phi point point, donc c'est une accélération, en fait, ici. Phi point, c'est une vitesse, il faut identifier ça à une vitesse. Et on a une relation comme ça, et puis j'ai laissé 3 petits points pour dire qu'il y a une autre relation. En fait, l'autre relation, c'est la plus importante. Enfin, c'est une des... Donc, sans l'autre relation, on ne peut pas travailler. Mais, en fait, quand on a un truc comme ça, donc on ne sait pas résoudre ça. Il n'y a pas de manière de dire la solution, c'est ça. Voilà. Donc, on peut éventuellement dire qu'il existe une solution. Voilà. Bon, très bien. Mais on peut aussi dire qu'elle est unique, etc. Il y a des tas de propriétés qu'on peut dire. Mais ce qui est fondamental dans cette relation, c'est que c'est un problème qui est non linéaire, en fait. Alors, non linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comme si vous allez faire le marché, donc vous achetez 1 kg de pommes, je ne me rappelle plus, hein, disons c'est 1,50 €, à mon avis c'est plus, mais bon, 1,50 € le kilo, et puis si vous achetiez 2 kg de pommes, ben, ce serait non pas 1,50 € le kilo, mais ce serait 1,70 €, vous voyez. Donc ce ne serait pas linéaire. Donc le prix de 2 kg n'est pas égal à 2 fois le prix de 1 kg. Ça, c'est une relation qui n'est pas linéaire. Voilà. Bon, ben, quand vous prenez, là, il y a de la trigonométrie, hein, quand vous prenez le sinus d'un angle. Alors, l'angle phi, qu'est-ce que c'est? L'angle phi, c'est l'angle que fait cette tige avec l'axe vertical. Donc, ça va vraiment mesurer l'écartement des boules. Voilà, donc, quand vous prenez le sinus d'un angle, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Hein. Donc, par exemple, si vous prenez un demi-angle droit, le sinus d'un demi-angle droit, c'est à peu près 0,707. Donc, si vous prenez le sinus de 2 fois un angle droit, de 2 fois un demi-angle droit, ça vous fait le sinus d'un angle droit. Le sinus d'un angle droit, c'est 1. Et ça ne peut pas être égal à 2 fois 0,7, parce que 2 fois 0,7, ça fait 1,4. Donc, le sinus, ce n'est pas un objet qui se comporte linéairement. Bon, ben ça, c'est quelque chose de compliqué mathématiquement. Les objets non linéaires sont des objets qui sont compliqués. Exactement pour les raisons que je viens de vous dire, parce que c'est difficile de faire des calculs. Vous ne pouvez pas anticiper. Connaissant le prix d'1 kg de pommes, hein, si le prix n'était pas une fonction linéaire du kilogramme, vous ne pourriez pas anticiper le prix de 2 kg de pommes. Donc c'est compliqué. Ce sont des relations qui sont compliquées. Voilà. Et donc la question qui est posée, est-ce que l'angle que fait cette tige avec l'axe vertical, eh bien, au fur et à mesure que le fonctionnement va se faire, est-ce que cet angle-là va se mettre dans une position qui va correspondre à la régulation qu'on veut de la vitesse de notre objet? Puisqu'on a vu que tout à l'heure, quand cet objet monte, eh bien, ça commande l'alimentation du moteur. Donc, est-ce que les boules vont se mettre dans la bonne position pour que le moteur tourne à la bonne vitesse, par exemple? Hein, c'est ça la question qui est posée. Et il y a un terme fondamental dans l'histoire du régulateur de Watt, c'est ce terme-là, ici. C'est un terme de frottement. Alors, quand j'étais petit, que je suivais des cours de physique, on négligeait toujours les termes de frottement. On disait c'est trop compliqué, et d'ailleurs c'est vraiment une science compliquée, la science du frottement, c'est une science à part entière. Hein. Donc on négligeait ça, mais si on néglige ça, en fait on perd toute la saveur du régulateur de Watt. Voilà. Et encore une fois, en fait, comme on ne sait pas bien caractériser ce que c'est le frottement, vous voyez, c'est des choses qui sont compliquées, le frottement, ça s'est collé, mais... Bon... Voilà, le frottement c'est un peu compliqué. Si vous poussez une craie, il y a un petit moment où c'est plus dur de pousser la craie quand tu es à l'arrêt qu'après. Il y a un effet de ce qu'on appelle stick, coller et ensuite glisser. C'est un peu plus difficile de faire partir la craie que de continuer le mouvement. Ça, c'est une science, c'est vraiment une question compliquée de comprendre ça. Donc le frottement, c'est quelque chose de difficile.
Et comme c'est quelque chose de difficile, eh bien, on a décidé de prendre parti que le frottement était proportionnel à la vitesse des tiges qui se déplacent. Voilà. C'est proportionnel, et c'est le coefficient ici, c'est le coefficient de frottement, qui est un coefficient de proportionnalité. Bon, alors, le modèle est compliqué, et la partie compliquée, c'est la partie non linéaire, en fait. Bon, quand c'est non linéaire, on linéarise, et en fait, vous linéarisez tous les jours. Je vais vous convaincre que vous linéarisez tous les jours. Quand on linéarise, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on remplace quelque chose qui n'est pas droit par quelque chose qui est droit. Et c'est ce que vous faites tous les jours. En fait, c'est notre vision proximale de la Terre. Quand on se promène dans la rue, eh bien, on a l'impression de marcher sur un plan. Mais la Terre n'est pas plate. Ce n'est pas un plan, la Terre. Donc, c'est une vision proximale, proche. C'est physiologique, d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets d'employer le terme proximal. On a l'impression que la Terre est plate. Eh bien, la linéarisation, c'est remplacer les trucs qui ne sont pas linéaires par des trucs qui sont linéaires. Donc là, j'ai fait un petit dessin. Donc, vous voyez, il y a un truc qui n'est pas une ligne droite, là, le truc bleu. En fait, c'est un morceau de parabole. Et j'ai fait exprès de prendre un trait un peu épais, parce que là où les deux épaisseurs de trait se confondent, eh bien, on n'arrive pas à distinguer entre les deux courbes. On n'arrive pas à distinguer si c'est une ligne droite ou si c'est quelque chose qui n'est pas une ligne droite. Tout est dans l'épaisseur du trait de crayon, en fait. D'ailleurs, si on vous demandait de l'argent à un ministère, il vaut mieux demander dans l'épaisseur du trait de crayon, ça ne se voit pas, en fait. Donc, c'est ce que m'avait dit un ancien professeur du CNAM qui voulait de l'argent. Voilà, donc c'est il y a bien longtemps. Alors, le fait que phi tende de faire vers un angle limite, en fait, alors je ne voudrais pas rappeler des moments difficiles, mais ça relève, en fait, de la même situation que le R0, en fait, qu'il y avait pendant la période du Covid. En fait, si vous vous souvenez de la période du Covid, on parlait tout le temps de ce R0. Quand le R0 était plus grand que 1, eh bien, l'épidémie explosait. Quand le R0 était plus petit que 1, l'épidémie diminuait de manière drastique, très rapidement. Mais c'est en fait la même chose. Sauf que pour le régulateur de Watt, linéarisé, on a fait l'hypothèse que c'était linéaire, il y en a 3 de ces R0. Il y a 3 nombres. Il n'y en a pas un seul, il y en a 3. Alors, c'est plus exactement, c'est pas tellement R0 qui compte, en fait. C'est plutôt son logarithme qui compte. Bon. Alors, le logarithme, c'est une fonction qui a été découverte au XVIIe siècle, me semble-t-il, pour des questions de finance, en fait. Mais bon, donc, en fait, quand on prend le logarithme d'un nombre qui est plus petit que 1 et qui est positif, il faut que ce soit positif, sinon on se fait engueuler, eh bien, le logarithme devient un nombre négatif. Et donc, il y a 3 nombres qui sont assimilables, ou en tout cas comparables à ce que c'était que le logarithme de R0, du R0 de la période Covid, qui sont importants pour le régulateur de Watt linéarisé. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on peut être sûr que ces 3 nombres sont strictement négatifs? Alors, les maths, en fait, ces nombres, ils ne sont pas vrais, enfin, ils ne sont pas réels, ils sont des nombres qui sont complexes. Donc, ce n'est pas exactement tout à fait ça, mais bon, peu importe, c'est l'image qui est là. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de ces nombres-là. Et ils doivent être négatifs. Et donc, on a eu des caractérisations algébriques de ces nombres-là, donc indépendamment par Roos, qui était un Britannique, et puis par Hurwitz, qui était, je crois, allemand, donc à des périodes à peu près similaires. Et puis, bien des années plus tard, on s'est aperçu que la caractérisation du fait que ces 3 nombres étaient comme il faut, avait été fait par un certain Hermite un tout petit peu avant. C'est souvent comme ça en maths. En fait, on trouve des trucs, et puis on s'aperçoit, d'ailleurs dans d'autres disciplines, on trouve des trucs, et puis il y a des gens qui s'aperçoivent que ça avait été fait avant dans d'autres papiers. Voilà, bon, c'est pas grave. Eh bien, en fait, il se trouve que s'il n'y a pas de frottement, et c'est pour ça que le terme de frottement est important, s'il n'y a pas de frottement, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais s'il n'y a pas de frottement, eh bien, c'est problématique. Il y a au moins un de ces 3 nombres qui n'a pas la propriété voulue. Et donc, eh bien, on se retrouve un peu dans une situation comme le Covid, c'est-à-dire que il va se passer des choses pas très agréables, là, cette fois-ci, pour le pendule. Alors, c'est le problème linéarisé, mais il pourrait se passer quelque chose pour le vrai problème. Alors, on trouve une vidéo sur Internet d'un comportement erratique du vrai pendule. Voilà. Alors en fait, je pense que c'est pas exactement cette vidéo ne correspond pas exactement à ce que je vous ai dit, mais il faut regarder un peu en détail pourquoi. Donc vous voyez là ici
le régulateur ne fait pas office de régulation, puisque, en fait, on voit la pression ici augmente, diminue, oscille en permanence, en fait. C'est des choses qu'on observait au 19e siècle sur le régulateur de Watt, de temps en temps, en fait. Et c'est l'absence de frottement de la tige. C'est l'absence de frottement de la tige qui provoque ça. Voilà. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait le même modèle. Il faut regarder à peu près, parce que je me suis demandé pourquoi il y avait ces stries là. Je ne sais pas si ça marche. Pourquoi il y avait ces stries ici. Et ça, c'est un ressort. Ici, c'est un ressort. Et donc, je pense que les oscillations sont provoquées par ce ressort, et non pas par le fait qu'il y a absence de frottement. Bon, je ne suis pas sûr, je ne suis pas complètement sûr. Et s'il y a un ressort, le modèle que j'ai écrit n'est pas bon. Il faut écrire un autre modèle. Donc, mais bon, disons que c'est en gros ce qu'on observait, vous voyez. Il y a un comportement un peu erratique de ce pendule, et donc ça ne régule pas comme on aurait voulu que ça régule. La vitesse, vous voyez clairement, la vitesse n'est pas constante, donc ça ne bouge pas. Donc là, il donne des explications. Je ne suis pas complètement convaincu par les explications, mais ce n'est pas grave, je trouve ce truc-là assez intéressant. Et à mon avis, ça a dû coûter plus cher de faire celui-là que la maquette qu'on a vue précédemment. Donc voilà, ce genre de comportement, c'est ce qu'on observait. C'est ce qu'on observait parfois sur le régulateur de Watt. Alors, c'est le comportement du pendule linéarisé, c'est-à-dire pas très loin du point d'équilibre où on aurait voulu trouver les choses. Après, il y a le vrai pendule qui reprend sa place, et donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc quand c'est non linéaire, ça devient vraiment compliqué. Et le premier à donner véritablement une explication rationnelle de ce comportement-là, c'est Maxwell. Alors Maxwell, en général, il n'est pas tellement connu pour ça. Il est surtout connu pour son approche de l'électromagnétisme. Les équations de Maxwell sont les équations qui régissent les ondes électromagnétiques. Et bon, peut-être qu'on ne connaît pas Maxwell pour ça, mais bon, en tout cas, moi je le connaissais avant pour justement les ondes électromagnétiques. On lit parfois d'ailleurs que les ondes électromagnétiques contenaient la théorie de la relativité. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire d'ondes. Et donc, il a donné la bonne explication donc, dans un article écrit en 1868, qui s'appelle On Governors, donc sur les gouverneurs. Donc, ce n'est pas un article politique, c'est vraiment les gouverneurs au sens mathématique du terme. Donc là, une photo de Maxwell. Là, c'est plutôt un appareil électromagnétique, vraisemblablement, qu'il y a là. Ici. Enfin, une photo, pardon. Bon, enfin, vous m'avez compris. Voilà, donc voilà la page 276 du livre dans lequel il y a son article. Donc on ne voit pas très bien, mais il y a des nombres ici, là, qui sont ceux qui correspondent au R0 dont je vous ai parlé. Voilà, il y a trois nombres, N1, N2 et 3. Alors en fait, l'équation qui est là, ce n'est pas l'équation du régulateur de Watt, c'est un autre régulateur, mais l'esprit est similaire. Et donc, voilà, ce qu'il nous dit, c'est que ces trois nombres sont racines d'une équation cubique, donc de degré 3. Alors, probablement que beaucoup d'entre vous avaient appris à résoudre des équations du second degré au lycée. Donc, on calcule un discriminant, et puis en fonction du signe du discriminant, etc. Voilà, donc il y a aussi des équations de degré supérieur. Notez que pour n supérieur ou égal, pour n strictement plus grand que 4, donc à partir de n égale 5, il n'y a pas de formule pour résoudre ces équations. Ça, c'est un résultat qu'on attribue à Galois, en fait, Évariste Galois. Voilà, et donc il dit les conditions, enfin voilà, il dit que ces trois nombres qui correspondent au logarithme de R0 sont solutions de cette équation, et donc qui fait apparaître la racine d'un nombre négatif, donc c'est ça qu'on appelle les nombres complexes. Ce sont ceux qui permettent d'écrire des racines de moins 1. Voilà. Et donc il dit en fait, qu'il y a une des racines qui est négative, c'est très bien. Bon, ok. Et puis les deux autres, il caractérise les deux autres pour qu'elles aient cette partie qui nous intéresse, qui soit négative. Et il dit que la caractérisation, c'est que cette quantité soit positive. Eh bien, vous pouvez écrire cette caractérisation pour le régulateur de Watt, et c'est là où vous voyez apparaître. Donc, je n'ai pas écrit la formule, mais c'est quelque chose de similaire. Vous voyez apparaître que si le frottement est nul, eh bien, cette condition-là n'est pas satisfaite. Donc cette condition de positivité n'est pas satisfaite. Et il y a une autre condition qui fait que cette positivité n'est pas satisfaite aussi, c'est si les masses m des boules sont trop grandes. Donc il ne faut pas non plus qu'elles soient trop grandes. Voilà, donc Maxwell en fait avait
Maxwell avait fait le travail, et alors il dit au début du papier que si l'équation qui est là était de l'ordre 5, en fait, il n'a pas encore trouvé comment caractériser le fait que ces nombres correspondent à ce qu'on veut. Voilà, donc ça a été fait plus tard de manière générale, en fait. Ça a été fait de manière générale ici par ces deux personnes-là, ici. Bon. Et en fait, tout ça, ça a été généralisé, en fait, dans ce qu'on appelle la théorie de Lyapunov, en fait, qui est la théorie qui permet de comprendre la stabilité. Donc, je ne vais pas développer la théorie de Lyapunov, hein, la stabilité, et ensuite la théorie de la stabilisation. Donc, la stabilité, c'est je regarde un système comme ça, est-ce qu'il évolue vers un point d'équilibre? Et la stabilisation, c'est comment est-ce que je peux agir sur un système pour qu'il évolue vers un point d'équilibre, ce que fait exactement le régulateur de Watt. J'agis sur le système de façon à ce qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé. Voilà. Donc ça, c'est lui qui a donné Lyapunov qui a donné ses lettres de noblesse, en fait, partiellement, hein, ses résultats ont été repris plus tard, mais c'est lui qui a donné ces lettres de noblesse à cette théorie. Et donc la stabilisation par retour d'état ou en boucle fermée, ça veut dire que en fait, c'est l'observation du système que vous voulez réguler qui vous dit comment agir sur le système. Ce n'est pas quelque chose que vous calculez à l'avance, hein, c'est le système lui-même, le dispositif lui-même qui régule le système. C'est le fait que les boules montent d'une certaine quantité ou descendent d'une certaine quantité, puis se stabilisent là, que les boules vont finir par avoir une position d'équilibre, même si elles tournent, mais d'équilibre dans le repère associé à la rotation. Eh bien, c'est ça, en fait, qui donne, c'est ce qu'on appelle le retour d'état, en fait. C'est l'observation du système qui permet de calculer le contrôle. Il y a ce qu'on appelle des contrôles en boucle ouverte, j'en parlerai un petit peu plus loin. Des contrôles en boucle ouverte, c'est vous calculez le contrôle à l'avance, et puis vous espérez que ça marche. Donc vous calculez le contrôle parce que vous savez, il y a des théorèmes, il y a des théories, il y a des résultats scientifiques qui vous disent que tel contrôle va permettre de réguler l'objet. Et donc vous appliquez ce contrôle, et puis la nature étant ce qu'elle est, en général, ça n'est pas exactement ça qui se passe, et donc on dévie un peu par rapport à ce qui était initialement prévu, alors que si le contrôle par retour d'état est bien fait, normalement, on doit obtenir exactement ce qu'on veut. Voilà. Alors, ça c'est une partie de l'histoire, mais à partir du moment où on a compris que le frottement était important, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans les mathématiques appliquées, c'est quand on peut faire un chemin aller-retour entre l'objet sur lequel on travaille et, disons, l'approche mathématique des choses. Ça, je trouve que c'est vraiment... Voilà, quand on est mathématicien, on n'est pas seulement, en tout cas mathématicien appliqué, on n'est pas seulement prestataire de service, on n'est pas là pour résoudre une équation, on est parfois là aussi pour dire il vaudrait mieux que vous fassiez ça. Et vous n'avez pas pensé à ça. Et donc là, c'est vraiment ça qui se joue ici. On a compris, en fait, Maxwell a compris qu'il fallait garder du frottement. Le problème, c'est que le frottement, eh bien, c'est synonyme d'usure. On peut s'en apercevoir, hein, donc les manches des vêtements, quand on, comme ça, là, voilà, on abîme ces manches de vêtements. Donc, si vous détricotez un pull, moi je me suis amusé à faire ça plein de fois, hein, donc vous détricotez un pull, et bien au bout d'un moment, la laine devient inutilisable. Hein, ça s'effiloche, ça s'en va. Le frottement, c'est mauvais, en fait. C'est mauvais. Et puis en plus, quand il y a du frottement, eh bien, ça s'échauffe. Quand ça s'échauffe, il peut y avoir des phénomènes locaux, par exemple des phénomènes de striction ou de durcissement, ce qu'on appelle durcissement local des pièces. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il était hors de question de revenir en arrière. Hein. Donc, le fait que le frottement soit diminué, c'était parce qu'on arrivait à faire mieux les pièces, à usiner les pièces plus correctement qu'on ne pouvait le faire avant. Et c'est pour ça que dans les moulins, ça devait bien marcher, parce qu'à mon avis, dans les moulins, il y avait plein de farine qui traînait, plein de trucs. Voilà. Et donc ça devait faciliter le frottement. Mais sur ces pièces de machines à vapeur, là, elles sont nickel, hein, du point de vue en tout cas à l'œil nu, nickel du point de vue de leur réalisation. On essaye d'éviter le frottement. Alors c'est un compromis, hein, parce que réaliser des pièces qui soient extrêmement lisses, sur lesquelles il n'y a pas de frottement, ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Hein. Le coût d'un état de surface nickel, j'ai aucun ordre d'idée du prix que ça peut coûter, mais ça coûte vraiment très cher. Et il y a de moins en moins d'industries qui usinent les pièces, en fait. Alors qu'au XIXe siècle, on usinait beaucoup les pièces.
ça se fait de moins en moins. Dans une usine, de moins en moins les pièces. C'est vraiment coûteux. Donc il était hors de question d'avoir un état de surface qui ne soit pas bon, ne serait-ce que parce que ça provoquait l'usure et donc votre machine risquait de casser. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux soi-même provoquer le frottement. Donc il y a eu des solutions qui ont été imaginées, qui sont des variations du régulateur de Watt, donc le régulateur de Porter qui date du milieu du 19e siècle, avant l'article de... Je crois que c'est avant l'article de Maxwell, mais il avait compris qu'il fallait faire autre chose. Donc lui, il a plutôt attaché un corps à cet objet qui monte et qui descend, c'est-à-dire qu'il a arrêté de négliger la masse, mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Il y a aussi un régulateur de Pickering, en fait, qui a tendance à faire amener les boules vers l'axe. Alors si on se promène dans le musée, eh bien, j'ai cherché pendant un petit moment un régulateur dans lequel il y avait cet amortissement qui remplaçait le frottement, et j'en ai trouvé un. Enfin, je pense que c'est ça, j'en suis pas sûr. Voilà, c'est ce régulateur-là qui s'appelle la machine à bielle en retour de Maudslay Fils. Donc, quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression que c'est tellement différent du régulateur de Watt. Ici, vous avez vos deux sphères là, qui vont tourner, donc ça s'est mis en mouvement. Et puis, en fait, on voit une tige ici, on ne la voit pas très bien, mais je n'ai pas trouvé de photo plus nette où on voyait vraiment les tiges. Donc, vous avez une tige ici qui part à droite de cet axe-là, qu'on voit là, et on voit encore moins bien, mais une autre tige ici qui arrive dans cette espèce de boîtier cylindrique qui est là. Et à mon avis, ce boîtier cylindrique, c'est ce qui fait office de ralentisseur, en fait, de frottement. Je pense qu'à l'intérieur, il devait y avoir de l'huile, quelque chose qui montait, descendait dans l'huile. J'en suis pas complètement sûr, mais en tout cas, la liaison entre cette boîte et ce cylindre n'a pas l'air vraiment fonctionnelle autre que pour faire tenir la boîte. Donc je pense que, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça, c'est ce qui fait office de frottement. Et là, donc si on prend c'est pour ça que la photo est prise de derrière, parce que je suis allé voir le mécanisme, on s'aperçoit que cette tige, en fait, elle vient agir sur ces deux pièces qui sont là. Donc quand la tige monte, ici vous avez un axe de rotation, donc ces pièces se soulèvent. Donc si la tige monte, ça veut dire que la vitesse augmente, donc ça veut dire que les boules s'écartent, donc la force centrifuge augmente, ça veut dire que la vitesse de rotation est plus rapide. Et donc ça vient appuyer sur le gauche de la photo, on ne voit pas, mais ça vient soulever ça vient soulever à gauche de la photo, donc ça vient appuyer ces deux pièces sur ces deux petits objets-là. Et vous voyez ici, il y a une espèce d'encoche, donc si vous appuyez ici, vous déconnectez ce système-là de ce système-là. Donc je pense que ça, c'est le système de régulation, et qu'à gauche, j'ai le système de freinage. Je n'ai pas trouvé de documentation plus précise sur ça, mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc là, c'est une mise en œuvre, en fait, une mise en œuvre industrielle ou industrialisée de cette notion de frottement. Quand cette pièce-là, qui fait office de frottement, si c'est bien ça, quand cette pièce-là ne marche plus, on remplace cette pièce-là, mais on n'a pas à remplacer tout ce truc-là. Quand la pièce qui faisait office de frottement était défectueuse, on l'a remplacée, mais on ne remplaçait pas tout le système qui avait cassé par usure, etc. Donc, c'est une approche relativement rationnelle de ce frottement. Alors, d'autres régulations pour d'autres modèles, donc la régulation, le contrôle, ça ne se limite pas au régulateur de Watt. Alors, il y a des tas de gens qui s'amusent à contrôler ou commander les véhicules terrestres. Donc, par exemple, est-ce qu'en conduisant votre voiture, vous êtes sûr que vous pouvez aller d'un point A à un point B, que vous avez décidé? Ça vous semble évident parce que vous savez si vous savez conduire, mais ça n'a absolument rien d'évident comme ça. Donc, on peut aussi, sur les véhicules, et il y a des gens dans la salle qui s'intéressent à ce genre de choses, donc diminuer la traînée des véhicules, c'est-à-dire l'impact, diminuer les effets aérodynamiques, ou disons l'effet de frottement de l'air sur ces véhicules-là. Voilà. Il y a un truc assez drôle, c'est ce qu'on appelle c'est le créneau. En anglais, je préfère l'expression anglaise parce qu'en anglais, on dit parallel parking. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que vous êtes là et vous voulez garer votre voiture là. Bon, alors, dans la zoologie du contrôle, on a toujours des petits modèles, en fait, qui essayent d'expliquer. Ça, c'est un modèle d'une voiture, en fait, qu'on essaye de garer. Et
Eh bien, si j'applique, voilà, c'est un modèle de voiture, donc par exemple, on peut imaginer que la variable x, c'est votre volant que vous tournez, c'est l'angle que fait votre volant, et la variable y, c'est plutôt votre manière d'avancer et de reculer en ligne droite. La variable z, ça va être la variable qui vous permet de faire le créneau, c'est-à-dire qui va mesurer le déplacement sur la droite. Alors, un calcul très simple, hein, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous linéarisez, comme sur le pendule, hein, pour étudier le problème, eh bien, vous n'y arrivez pas. En fait, le véhicule ne bouge pas. Hein, le véhicule ne se gare pas. Donc, du coup, là, vous voyez, c'est une technique pour laquelle on ne peut pas linéariser. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si on fait successivement bouger, si on applique successivement des commandes ici dans un sens puis dans l'autre, voilà, eh bien, même de taille epsilon, en fait, des toutes petites commandes, ici, z va bouger de taille epsilon au carré, en fait. Donc, si vous prenez epsilon égale, pour vous donner un ordre d'idée, hein, si epsilon c'est 0,1, eh bien, epsilon au carré c'est 0,01. Donc, en fait, vous gardez de l'information, mais l'information que vous transmettez, elle est beaucoup plus petite que l'information que vous avez donnée. Et c'est pour ça que c'est fatigant de faire un créneau. Maintenant, on ne s'en aperçoit pas parce qu'il y a des voitures qui font des créneaux toutes seules. Et puis surtout parce qu'il y a une direction assistée. Hein, c'est-à-dire que quand vous tournez le volant, c'est très facile. Autrefois, les directions n'étaient pas assistées. Faire un créneau, ça pouvait être fatigant, surtout quand ça prenait un quart d'heure. Donc il fallait tourner le volant dans un sens, reculer, retourner le volant dans l'autre sens, avancer, etc. Donc normalement, on n'a pas le droit de tourner le volant à l'arrêt parce que ça use les roues. Mais bon, moi je le faisais. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais donc, tout ça au prix d'un grand effort, on arrivait à faire un petit déplacement latéral. Voilà, ça, c'est un modèle qui permet de comprendre le créneau. Alors, là, il y a d'autres situations. Vous voyez, là, ça, c'est un modèle d'avion, en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe que de la configuration de l'avion, il ne tourne pas. On fait comme si l'avion allait tout droit. On ne s'occupe que de la configuration de l'avion et on essaye de regarder si on peut, uniquement en jouant avec ce qu'on appelle la gouverne de profondeur, est-ce qu'on peut faire monter l'avion, le faire descendre et avoir une attitude qui soit correcte. Voilà. Bon, si on linéarise, cette fois-ci on peut linéariser, on obtient ce système d'équations-là. Bon. Voilà. Ici c'est un modèle, donc ça c'est un modèle de fusée. Alors pourquoi c'est drôle, hein? Imaginez que c'est un modèle de fusée. En fait c'est un modèle de fusée attaché à la fusée. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une fusée, pour qu'elle s'envole, elle a besoin de beaucoup de carburant. Le carburant, il est stocké en bas de la fusée, donc c'est très lourd. Voilà. Et le dessus de la fusée, il est très léger par rapport au reste de la fusée. Donc quand les réacteurs poussent, enfin les objets qui font mouvoir la fusée elle peut avoir tendance à faire ça, en fait, aller sur la droite ou sur la gauche. Et donc la question, c'est comment est-ce que je déplace mon chariot de telle façon à ce que le dessus de la fusée reste bien vertical. Donc ça, c'est un modèle qui peut être utilisé pour comprendre une fusée. Bon, je n'ai pas écrit le modèle, il est un peu plus compliqué que le modèle de l'avion. Hein. Voilà, donc ça c'est pris dans un bouquin, donc vous voyez, qui s'amuse, dont le titre est vraiment Théorie mathématique du contrôle. Hein. Alors on peut contrôler les fluides, donc par exemple, j'ai des collègues dont les travaux servent à contrôler, en fait, à assurer la navigabilité dans une certaine mesure de la Meuse belge, en fait. Voilà, on peut aussi contrôler certaines instabilités qu'il y a dans les fluides, qu'on peut observer dans les fluides aussi. Bon, après, il n'y a pas de limite à l'imagination, hein, donc il y a de l'anesthésie automatique, par exemple, contrôler la profondeur d'endormissement de quelqu'un que vous opérez en fonction d'un état de conscience mesuré. Donc ça arrive, hein, c'est fait. Voilà. Je ne dis pas que c'est pratiqué de manière courante, mais il y a eu des études là-dessus, des recherches là-dessus. On peut aussi s'amuser à comprendre comment évacuer une gare ou un aéroport, etc. Donc, évacuer la foule. Et là, encore une fois, c'est un problème de modèle, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une foule et comment se comporte une foule? Si une foule qui est bien tassée, en fait, on pourrait peut-être imaginer que c'est un fluide. Mais si ce n'est pas bien tassé, si la foule n'est pas si dense que ça, est-ce que c'est vraiment un fluide? Et donc, voilà, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, sur ces questions-là. Mais vous voyez, ça veut dire comment est-ce qu'on perçoit son entourage dans une situation d'urgence? Comment est-ce qu'on réagit dans une situation d'urgence? Est-ce que je vais copier ce que fait mon voisin, etc. Donc, si vous voulez créer des modèles d'évacuation de foule, il faut aussi comprendre comment l'information se transmet
d'une personne à une autre, comment vous allez réagir. Donc il y a des simulations qui sont faites pour ça, hein, et donc on s'aperçoit qu'il faut mettre, je n'ai pas les dessins là, mais il faut organiser, avec certains modèles, il faut organiser les déplacements de telle façon à ce que l'évacuation se fasse de manière efficace. Alors, les qubits, donc ce qui s'appelle les bits quantiques. Il y a des gens qui s'intéressent au contrôle de bits quantiques. Alors, ça a été évoqué la semaine dernière par Dumini le copain. Hein, donc, c'est le fait que vous avez des particules quantiques qui interagissent entre elles. Et en fait, quand il y en a trop, on observe, je crois, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, mais on observe ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire que l'entourage influe sur ces particules, en fait. Et donc, le contrôle quantique, c'est la manière de comprendre, en tout cas du point de vue mathématique, comment est-ce qu'on peut essayer d'empêcher l'influence de l'entourage pour éviter cette décohérence. Je crois que c'est ça. Hein. Je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Alors évidemment, il y a donc l'efficacité des traitements médicaux. Hein. Il y a des gens qui s'amusent ils s'amusent pas, mais qui travaillent vraiment, leur dada, c'est de comprendre comment mieux faire un traitement, y compris de certaines maladies. Hein, donc, la plus grosse difficulté dans ce cas-là, c'est qu'on a des modèles, mais c'est de comprendre quelles sont les constantes associées à ces modèles. Donc même si nos modèles théoriques ou de modèles sur lesquels on travaille et on arrive à produire des résultats donnent des résultats satisfaisants d'un point de vue théorique, en fait, la détermination complète du modèle, c'est-à-dire vraiment ce qui correspondrait dans le pendule dans le régulateur de Watt à calculer la masse ou la longueur des bras. Hein, la détermination de ces objets-là, c'est quelque chose qui est difficile, tout simplement parce qu'on n'a pas accès à la physiologie, on n'a pas accès facilement à la physiologie du corps humain, à la manière dont les médicaments, etc., se comportent dans le corps humain, en fait. Donc ça, c'est un objet, c'est assez difficile. Alors évidemment, hein, donc l'IA n'a pas épargné cette question-là, donc il y a des gens qui s'intéressent à utiliser l'IA pour faire cette régulation, ce contrôle. D'ailleurs, c'est souvent un mélange de modèles, on va dire, mécanistiques et d'approches IA qui fait marcher les choses. Bon, après, on peut contrôler, hein, je vous dis ce qu'on veut, donc les navires, les micronageurs, bon, ce n'est pas des gens qui sont tout petits qui nagent, hein, mais on peut imaginer qu'on veut transporter, dans un fluide, on peut transporter quelque chose quelque part, donc un médicament bien précis à un endroit, donc on peut tout à fait imaginer ça. Hein. Voilà. Et donc il y a des modèles de micronageurs en fait, qui se rapprochent des modèles de la coquille Saint-Jacques. Donc, parce que en fait, la seule manière de se déplacer, c'est d'éjecter du liquide dans une direction, ce que fait la coquille Saint-Jacques. Donc, pour contrôler ça, bon, il y a des résultats mathématiques là-dessus. Alors pour les porte-avions, donc, j'ai mis 2 fois le même objet en fait. Donc ici vous avez le gyroscope de Foucault qu'on peut voir au musée des Arts et Métiers en fait. Donc Foucault, en fait, il voulait attester de la rotation de la Terre, en fait, et donc il y a le pendule qui permet ça. Et en fait, ok, les gens voyaient le pendule, mais ils n'arrivaient pas à comprendre, en fait, pourquoi le pendule permettait de démontrer la rotation de la Terre. Donc il a imaginé un autre objet, enfin, il n'a pas imaginé, mais il a utilisé un autre objet. Donc c'est le gyroscope. Donc le gyroscope, c'est ce disque ici, enfin cet anneau qui tourne à toute vitesse. Il y a l'effet gyroscopique, c'est ce qu'on peut voir quand on s'amuse avec une toupie. Hein, donc c'est exactement ça. Donc si vous donnez une pichenette ou avec une roue de vélo, il y a quelques cyclistes dans la salle, vous faites tourner une roue de vélo à vide comme ça, et puis vous tournez un peu le guidon, vous allez avoir un effet qui est orthogonal en fait, au mouvement que vous vouliez donner initialement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet gyroscopique. Bien, l'effet gyroscopique a été utilisé par Foucault pour attester de la rotation. Et pour ça, en fait, il fallait un microscope, en fait, parce que l'effet était tellement infime qu'il fallait regarder au microscope pour voir qu'il y avait vraiment un effet de la rotation de la Terre. Bon, alors, de l'autre côté de l'échelle, là, vous avez quelque chose qui pèse à peu près 200 tonnes. Hein, donc, il y a un gyroscope embarqué. Donc là, je ne sais pas d'où vient cette photo. J'ai trouvé ça sur Internet, mais je ne sais pas. Manifestement, c'est un porte-avions japonais. Voilà, c'est un gyroscope qui permet de stabiliser le porte-avions. Parce que finalement, un porte-avions, si les avions doivent décoller d'un porte-avions ou atterrir sur un porte-avions uniquement quand il fait beau, ben, voilà, on perd un peu l'intérêt du porte-avions. Donc en fait, il faut s'assurer que la plateforme sur laquelle atterrissent les avions reste relativement horizontale. J'avais vu d'abord, je pense que c'est top secret exactement quelle est la limite disons, de variation de cette platitude. Je pense que ce sont des choses qui sont vraiment cachées, on ne doit pas savoir ça.
Mais bon, c'est vraiment infime, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc voilà, ce gyroscope-là, d'ailleurs, on dit qu'il ne marchait pas très bien, en fait. Il permettait d'éviter comment on appelle ça, le roulis, je crois. Je ne suis pas complètement sûr. Donc, alors d'autres mathématiques, donc j'ai mis ici quelques noms. Hein, donc il y a Kalman, en fait, donc, qui était plutôt du côté, on va dire, je crois, de l'électronique, en fait. Donc il a laissé essentiellement, enfin il a fait plein de choses, hein. Mais il a fait ce qu'on appelle le filtre de Kalman, qui permet disons, d'avoir la prédiction la meilleure possible à partir d'observations. Donc quand vous observez un objet, hein, quand j'observe la salle, je ne vois pas toute la salle, je ne vois qu'une partie de la salle, en fait. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière, par exemple, ce truc en bois. Bon, le filtre de Kalman, disons, c'est dire, à partir de l'observation que je fais, ou plein d'observations que je pourrais faire, quelle est la meilleure estimation de comment est la salle au complet. Voilà. Et il a aussi laissé son nom à un critère qui est complètement algébrique, donc, qui caractérise le contrôle, donc les systèmes pour lesquels on peut contrôler. Donc, par exemple, pour le cas de l'avion, du modèle de l'avion que je vous ai montré précédemment, eh bien, le critère de Kalman s'applique. Et donc, en fait, l'avion, avec ce modèle-là, l'avion, vous pouvez faire aller de n'importe quelle altitude à n'importe quelle altitude, et vous pouvez le faire d'avoir n'importe quelle inclinaison et direction de vol. Il y a une petite différence entre inclinaison de l'avion et direction de vol, hein, puisque il y a quand même la pesanteur qui joue. Donc, la direction de vol l'angle de direction de vol est légèrement supérieur, en fait, à la direction effective de vol. Voilà, donc si vous appliquez le critère de Kalman à ce système, eh bien vous pouvez démontrer que ce système-là est contrôlable, c'est-à-dire que vous pouvez passer de n'importe quel état à n'importe quel état. Et ce qui est assez drôle, en fait, disons, surprenant, c'est qu'avec un paramètre, qui est l'angle de la gouverne derrière, vous arrivez à contrôler 4 paramètres, qui sont l'altitude. Donc, alpha, c'est la direction effective du vol. Ce n'est pas la direction de l'avion, mais c'est la direction effective du vol. Vous pouvez contrôler, alors ici, c'est un système, vous n'avez que 3 équations, mais il y a une équation cachée, en fait. Donc vous pouvez contrôler aussi l'angle là, de l'avion par rapport à l'horizontale, l'angle phi, et puis sa vitesse aussi, c'est ça qui est caché. Et puis l'altitude. Bon. Donc avec un seul paramètre. Comme la nature humaine est plutôt fainéante, on est content. Avec un paramètre, on en contrôle 4. Donc si on avait 4 paramètres, on n'aurait pas gagné. Là, on a gagné. Donc, voilà. Bon, il y a quelqu'un qui en France moi je pense que c'est le père de l'école mathématique française de contrôle, donc c'est Jacques-Louis Lyons. Et par ailleurs, il a eu un impact titanesque, hein, extraordinaire sur la perception des mathématiques appliquées, l'utilisation des mathématiques appliquées. C'est probablement un des premiers mathématiciens en France qui a été, peut-être pas le premier, mais en tout cas, il a été vraiment leader dans cette histoire-là, à aller discuter avec les ingénieurs, à aller discuter et à avoir un échange, un aller-retour avec l'ingénierie, c'est-à-dire pas seulement être le prestataire de service, mais vraiment dire il vaudrait mieux faire ça, donner des conseils, etc. sur les choses. Et pour ce qui est du contrôle, bon, il y a plein de choses qui sont dues à Lyons, hein, mais il y a une méthode qu'il avait appelée HUM, en fait, qui veut dire Hilbert Uniqueness Method. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. Mais ça permet de calculer le contrôle, parce que ce n'est pas le tout de dire que vous pouvez mathématiquement réaliser le contrôle pour passer d'un point A à un point B. La question, c'est comment vous faites. Lui, il a proposé par sa méthode de calculer le contrôle dans des situations bien plus compliquées que celles que je vous ai mentionnées ici. Alors, j'ai peut-être un peu triché, mais j'ai aussi mentionné Madame Byron, en fait, Ada Lovelace. Alors, bon, pourquoi je l'ai mentionnée ? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Elle a traduit un article de Luigi Menabrea, en fait, qui, comme son nom ne l'indique pas, était plutôt dans une région, je crois, qui était, à cette époque-là était en France, appartenait à la France, me semble-t-il. Et sur la machine de Charles Babbage, en fait, donc, qui était quelqu'un des îles Britanniques, qui fonctionnait avec les cartes perforées. La machine de Charles Babbage, en fait, elle avait elle-même été inspirée par la machine de Jacquard. Et Jacquard lui-même, je crois, avait repris l'idée de
qui ont une idée antérieure, je crois 25 ans avant, me semble-t-il. Et en fait, elle a une vision, ce qui est assez intéressant dans la vision d'Ada Lovelace, en fait, c'est qu'elle a pris, en traduisant cet article, elle a pris du recul par rapport à ce qu'elle lisait. En fait, elle a imaginé que tout ce qu'elle lisait, en fait, on pouvait le généraliser, le transformer, etc. Utiliser les cartes perforées pour d'autres choses, y compris, par exemple, pour composer de la musique. On n'est pas très loin de ChatGPT. Donc voilà, on est pas loin de ces trucs-là. Donc elle a imaginé ça. C'est vraiment, je trouve, assez spectaculaire. Ça n'a pas été réalisé, bien sûr, mais c'était dans sa tête. Voilà. Et les cartes perforées, c'est quelque chose que vous mettez dans une machine et ça effectue une action à l'aide de ce qui est indiqué sur la carte perforée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de contrôle en boucle ouverte, c'est-à-dire vous déterminez à l'avance ce que vous devez faire et puis vous espérez que ça va se passer. Voilà. Bon, puis il y a bien d'autres mathématiques dans tout ça. Alors j'ai mentionné pas mal de noms, je prie de m'excuser à toutes les personnes. Je présente mes excuses, ça y est, je vais y arriver. Je présente mes excuses à toutes les personnes que je n'aurais pas mentionnées, qui ne sont pas écrites là. Et j'ai pris le parti de n'écrire que des noms de mathématiciennes, en fait. Toutes ces personnes-là sont des mathématiciennes. Il n'y a pas une seule personne qui soit un homme ici. Voilà. Elles ne sont pas toutes normaliennes, pas toutes polytechniciennes. Certaines sont des purs produits de l'université française, d'autres des purs produits de l'université à l'étranger. Voilà, c'est très, très, très général. Et j'en ai oublié. Ce sont juste celles auxquelles j'ai pensé parce que j'ai probablement croisé une fois ou deux comme ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a quelques personnes qui sont mentionnées ici qui travaillent au CNAM, en fait. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que ce sujet passionnant Merci. inspire quelqu'un pour des questions, des remarques? Alors, je ne vous garantis pas que ça marche. Je pense. Est-ce que Merci. Merci pour cet exposé. J'ai une question très technologique, en fait. Très technologique. Ouais. Est-ce qu'on a trace, ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de développement, au moment où on commence, on voit effectivement la reprend cette idée régulateur, etc., mais où on va commencer à pouvoir le modéliser, on se rend compte que c'est linéaire, non-linéarité géométrique, et on est obligé de linéarité, donc on est juste sur une petite portion, etc. C'est des ingénieurs qui se sont dit, on peut peut-être développer un régulateur qui a un comportement linéaire, par exemple basé sur des systèmes de cônes, comme ça, et qui permettrait d'avoir déjà une équation à résoudre, a priori quand même plus simple. Alors, je ne sais pas si c'est au début de l'histoire de la régulation, mais comme vous l'avez mentionné, effectivement, il y a des régulateurs à système de cônes, en particulier des horloges, en fait, qui doivent marcher comme ça. Et il me semble que les injecteurs diesel, dans les moteurs diesel, il me semble que dans les injecteurs diesel, il y a un système de régulation par cône qui est fait. Il me semble, j'en suis pas sûr. Donc, parce qu'en fait, voilà, dans mes souvenirs, il fallait que les moteurs diesel soient très stables. Et donc, si vous êtes sur un véhicule et que vous montez, vous allez avoir tendance à ralentir. Et donc, pour éviter que le moteur ne tende à caler, en fait, il me semble, j'en suis pas sûr, mais il me semble avoir vu des dessins techniques de régulateurs d'injecteurs diesel, en fait, qui, en fonction de la pente, se déplaçaient dans un sens ou un autre et donc ouvraient un peu plus les vannes. J'ai essayé de retrouver ça, c'est des lointains souvenirs de quand j'étais au lycée, mais j'ai pas trouvé, en fait, Mais je suis à peu près sûr d'avoir vu ce genre de choses, en fait. Mais quand même, c'est vrai que c'est celui-ci qui est connu. En fait, les gens ont gardé quasiment en très très grande majorité des systèmes de watts, donc linéaires. Oui, alors il n'y a pas que...
Voilà, les gyroscopes, dans votre montre connectée, il y a, ou dans votre téléphone très intelligent, il y a des gyroscopes en fait qui ne sont pas des gyroscopes de Foucault en fait. Hein, je crois que c'est ce qu'on appelle des MEMS en fait, qui sont, me semble-t-il, je ne suis pas non plus, ce serait à vérifier, mais qui sont des oscillateurs harmoniques, micro-oscillateurs harmoniques dans 3 directions en fait. Il me semble que c'est ça. Voilà, et donc ils jouent le rôle d'accéléromètre et donc permettent. Voilà. Donc, c'est des systèmes qui sont microscopiques mais simples en fait. Plus simples que le gyroscope de Foucault en fait. Merci. D'autres interrogations, Thomas, sur la régulation générale, cette loi en particulier? Alors, peut-être que je peux dire quelque chose. Sur ma voiture, par exemple, il y a un régulateur de vitesse. Et probablement que si vous avez un véhicule, il y a un régulateur de vitesse. En fait, c'est mensonger. Le régulateur de vitesse de ma voiture est mensonger, probablement un peu à cause de ce que je mentionnais. En fait, le régulateur de vitesse de ma voiture ne régule pas la vitesse. Il régule la vitesse, en gros, quand ça ne monte pas trop et quand ça ne descend pas trop. Parce qu'il n'est pas capable de freiner, par exemple. Donc, c'est un exemple de régulation qui nous laisse penser qu'on pourrait faire plein de choses. Mais le régulateur de vitesse de votre véhicule, quand ça descend trop, eh bien, il ne freine pas à votre place. Il pourrait le faire, mais ça coûterait trop cher, en fait. Donc, et en fait, il arrête juste l'alimentation du moteur, et donc, avec le frein moteur et puis le frottement de l'air, il espère juste que ça va ralentir à la vitesse voulue. Et puis, quand ça monte, c'est dans l'autre sens, mais si ça monte beaucoup trop, il ne va pas y arriver, en particulier sur les véhicules qui n'ont pas qui ont une boîte manuelle, ça ne va pas rétrograder pour continuer à grimper. Voilà. En revanche, pour les trains, ça marche mieux. Juste, est-ce qu'il y a une vitesse angulaire limite quand ça approche le transsonique ou le supersonique? Quand quoi, pardon? Quand on approche le transsonique ou le supersonique, est-ce qu'il y a une vitesse angulaire limite? Pour le régulateur de Watt? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question assez intéressante. Je pense que les pales d'hélicoptère, en bout de pale, on arrive pas loin de la vitesse du son. Donc, vraisemblablement, ça je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont plus capables que moi sur cette question-là. Alors, sur typiquement tous les systèmes à hélice, on fait en sorte que l'extrémité de l'hélice ne passe pas en supersonique, sinon ça détruit l'hélice. Donc, c'est ce qui fait que les éoliennes, par exemple, quand des pales qui font des dizaines de mètres, finalement tournent assez lentement, parce qu'il ne faut pas que l'extrémité de pale, effectivement, dépasse la vitesse du son. Ouais, en fait, ma question c'était un peu plus au-delà de ça, c'est est-ce qu'il y avait un système qui bloquait comme Il y a un emballement. Je ne sais pas. Je sais que, en tout cas, pour ce qui est des hélicoptères, sur les hélicoptères, on va dire bas de gamme, si je peux m'exprimer ainsi. À mon avis, un hélicoptère n'est jamais bas de gamme. Bon, les pales, elles peuvent s'orienter comme ça, là, je crois. Mais il me semble que sur des hélicoptères sophistiqués, donc on arrive à jouer sur le rotor comme ça aussi. Et puis je pense aussi, c'est-à-dire qu'on arrive à orienter, je crois qu'on oriente aussi les pales d'une certaine manière. Donc je ne sais pas si c'est fait pour ça, si c'est pour éviter ce genre de problème, ou je ne sais pas. Donc ça, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé. Merci à vous. Oui. J'ai une question. Il y a beaucoup de choses qui s'inspirent du vivant. Est-ce que tu aurais connaissance d'organismes, de comportements dans le domaine du vivant qui auraient inspiré des systèmes de régulation? Alors, je ne sais pas si ça a inspiré. Ce que je peux vous dire, c'est que je crois, je ne suis pas du tout spécialiste du corps humain, mais je crois que le rythme cardiaque est partiellement régulé par les reins. Donc, il me semble. Donc, mon interprétation est que les reins filtrent le sang, et que quand il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le sang, il faut probablement accélérer le rythme cardiaque pour que ce soit filtré plus vite. Mais je ne sais pas si c'est une bonne interprétation, mais il me semble qu'il y a ce genre de choses. Par contre, ce que je disais tout à l'heure sur la coquille Saint-Jacques, oui, il y a des gens qui utilisent des micro-robots qui effectivement
se déplace uniquement avec l'éjection de fluide dans une direction. Donc il y a des gens qui étudient ça effectivement. Je crois qu'on peut démontrer que génériquement, une coquille Saint-Jacques, elle ne peut pas aller n'importe où, mais si vous prenez deux coquilles Saint-Jacques, alors leur interaction dans certains types de fluides, leur interaction permet à ce couple de coquilles Saint-Jacques d'aller là où elles veulent. Alors évidemment, il y a une situation où ça ne va pas marcher, c'est si les deux coquilles Saint-Jacques se suivent, parce qu'en fait, elles vont éjecter du liquide dans la même direction, et donc elles vont toujours aller dans la même direction. Mais c'est des situations qui ne sont pas génériques. Hein. Générique, ça veut dire que ça arrive quasiment rarement, quoi. Donc, voilà, à part ça, je ne sais pas trop. Mais ceci dit, ce sont des questions intéressantes. Hein. Si vous voulez reproduire le mouvement d'un poisson, ben, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont vraiment compliquées. Il y a des gens qui s'arrachent les cheveux quand il leur en reste, pas moi, hein, mais qui s'arrachent les cheveux sur ces questions-là. Qu'est-ce qui permet à un poisson de se déplacer dans l'eau, de se diriger, des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas, on parle de la peau du dauphin, aussi des choses comme ça. Je ne sais pas si ça a vraiment inspiré des réalisations. Donc, je ne sais pas, peut-être. À mon avis, il n'y a pas de limitation à l'imagination, donc il y a bien des gens qui ont dû penser à ça. Oui. Oui, est-ce que c'est spécial pour réguler la température? Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on appelle réguler la température. Donc, il y a plein de dispositifs, et il y a plein de vieux dispositifs qui permettent de réguler la température. Il y a ce qu'on appelle les thermocouples, par exemple. Le thermocouple, c'est un objet métallique donc, qui va se tordre avec la température qu'il fait. Et donc, quand il chauffe trop, bien, comme il se tord, bien, on coupe le contact. Alors, c'est un chauffage électrique. Hein. Donc, quand on chauffe trop, il se tord trop, donc il coupe l'alimentation. Il coupe l'alimentation électrique, mais comme on arrête de chauffer, ben, il reprend sa forme initiale. Donc, le contact se remet. Donc, ça, c'est une manière de réguler la température. Mais en fait, vous mesurez la température dans une pièce, vous la mesurez à un endroit donné, puis vous espérez que c'est à peu près la même partout ailleurs. Si vous voulez vraiment réguler la température dans toute la pièce, là c'est une question compliquée, donc il y a des réponses partielles en fait. Il y a des résultats de contrôlabilité, ce qu'on appelle contrôlabilité approchée, qui sont des résultats théoriques, mais voilà. Donc la question c'est contrôler la température. Il faut être un peu plus précis que ça. Mais il y a des dispositifs, et d'ailleurs les thermostats que vous avez chez vous font ça. Hein, ils contrôlent la température en espérant que la température que vous demandez soit à peu près la même dans toute la pièce. Et en général, c'est plutôt la température à l'endroit où vous avez le thermostat qui est contrôlé. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Enfin, une plaque électrique, elle est contrôlée. Vous demandez une température, eh bien, des fois ça chauffe, des fois ça ne chauffe pas. Peu importe le système de régulation. Tu as dit que la majorité des équations différentielles, c'est-à-dire des équations différentielles ne sont pas raisonnables, mais il y en a certains qui sont découverts, des fluides, oui. Si on savait, si on arrivait à avoir un moyen de résoudre, la question ne se pose pas, qu'est-ce que ça changera à la pratique? C'est une bonne question. Bon, après, donc la question du contrôle des fluides, il me semble que historiquement, c'est une question qui a été posée par Jacques-Louis Lyons, qui a été partiellement résolue dans la description eulérienne dans les années 90, et puis un peu plus tard aussi partiellement dans la description lagrangienne. Je pense récemment, il y a vraiment un travail théorique sur la contrôlabilité dans la description lagrangienne des équations de Navier-Stokes. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que vous pouvez dire, vous pouvez par un moyen, par exemple, on peut tout à fait imaginer que par un moyen, vous êtes capable de dire que tel médicament qui est injecté dans le sang, qui est un médicament liquide, eh bien, vous êtes sûr qu'il va aller à tel endroit. On peut rêver, c'est de la science-fiction. Voilà, ce genre de choses, je ne sais pas, hein, il y a plein d'autres applications certainement. Donc,
le contrôle des fluides. Peut-être qu'on peut s'amuser à contrôler les tsunamis aussi. Je ne sais pas. Là, on rentre dans la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trucs-là. Donc, le truc, c'est qu'il y a des fois des questions qui sont posées par des physiciens, des ingénieurs, physiciennes, ingénieurs, voilà, qui sont posées. Et puis, les mathématiciens s'en saisissent et parfois, ils restent collés à la question. Et puis, parfois, ils vont ailleurs. Tu sais très bien ça. Hein. Donc, là, comme ça, je ne vois pas d'autres... En fait, ce qui est intéressant, vraiment, ce n'est pas tant le contrôle des fluides, mais c'est le contrôle de l'interaction de fluides-structures. En fait. Ça, c'est vraiment une question intéressante, notamment, par exemple, pour les poissons, mais pas que. Donc, l'interaction fluide-structure, quand vous avez une structure élastique qui interagit avec un fluide, ça peut avoir ça peut vraiment être intéressant du point de vue de l'ingénierie. Mais ça existe déjà dans l'ingénierie depuis longtemps. On sait utiliser cette interaction. Il me semble que le freinage assisté de Citroën, des Citroën des années, on va dire, 80, c'était vraiment une compréhension de l'interaction entre, disons, l'air et une membrane élastique, en fait. On utilisait la dépression, quand on arrête d'accélérer une voiture, il se crée une dépression, en fait. On utilisait cette dépression-là pour tirer sur une membrane. Donc, et en tirant sur la membrane, en fait, on assistait le freinage. Il me semble. Il y a un truc comme ça. Mastervac, exactement. Voilà, Mastervac. Ça s'appelait comme ça, il me semble. Bon, voilà. Ben là, la technologie a précédé probablement les mathématiques sur cette question-là. Mais bon, la compréhension de l'interaction fluide-structure du point de vue de contrôle est une question à laquelle des gens s'intéressent. Bon, voilà. Merci à vous.